5 jours. C'est tout ce qui sépare le Moyen-Orient de ce qui pourrait devenir le moment le plus dangereux de l'histoire humaine moderne. Pas 5 semaines, pas 5 mois, 5 jours. Et en ce moment même, pendant que vous regardez ceci, ces 5 jours s'écoulent comme une horloge que personne ne sait arrêter. Et j'ai besoin que vous restiez avec moi pendant chaque minute de ce que je vais vous dire. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre quelque chose à propos de cette crise que presque personne dans les grands médias n'est prêt à dire à voix haute. Laissez-moi vous poser une question. Vous souvenez-vous de l'époque où tout le monde riait de l'Iran? Quand des politiciens occidentaux se tenaient derrière des micros pour dire au monde que les sanctions avaient mis ce pays à genoux, que son économie était à bout de souffle, que ses ambitions militaires n'étaient rien d'autre que des menaces vides lancées par un régime désespéré, accrochés au pouvoir par la propagande et les grands discours, eh bien, cette conversation est complètement terminée maintenant. Et ceux qui riaient le plus fort sont maintenant ceux qui participent à des briefings d'urgence avec les expressions les plus terrifiées qu'on puisse voir sur un visage humain. Des responsables du renseignement de carrière, des généraux avec des décennies d'expérience, des diplomates qui ont traversé certaines des crises les plus complexes des 50 dernières années, tous regardent maintenant les mêmes images satellites et se posent la même question: comment avons-nous pu rater ça? Parce que voici ce qui vient de tomber comme une bombe dans la communauté du renseignement. Et je le dis presque littéralement. Des images satellites et des sources de renseignement classifiées ont maintenant confirmé quelque chose que personne à Washington, personne à Tel Aviv et personne dans aucune capitale occidentale ne voulait vraiment voir confirmer. L'Iran ne cherche plus seulement à obtenir des armes nucléaires. L'Iran les possède maintenant, assemblées, prêtes, entre 3 et 5 ogives nucléaires complètes. Elles seraient cachées quelque part sous des centaines de mètres de roches iraniennes solides, complètement intactes, complètement opérationnelles. Et le silence qui a suivi cette confirmation dans les couloirs du pouvoir américain était le genre de silence qui ne se produit que lorsque quelque chose a changé pour toujours et que tout le monde dans la pièce le sait. Mais la partie la plus stupéfiante de toute cette histoire, celle qui a fait chuter la tension artérielle au Pentagone, celle qui a fait entrer le directeur de la CIA à la Maison-Blanche, avec ce que des témoins ont décrit comme une expression franchement sombre, c'est que l'Iran n'a pas construit tout cela seul, même pas de près. Restez avec moi ici, parce que c'est là que l'histoire devient presque impossible à croire, sauf qu'elle est réelle et qu'elle change absolument tout pour la suite. Vous avez 2 pays que le monde occidental a passé des décennies à essayer d'isoler, à étouffer économiquement, à pousser à la soumission par les sanctions, l'exclusion diplomatique et la posture militaire. La Corée du Nord assis sur des décennies d'expérience en essais nucléaires. Une technologie raffinée pendant des années de détonation souterraine qui ont maintenu le Japon et la Corée du Sud dans un état permanent d'anxiété. Des ingénieurs qui savent exactement comment miniaturiser une ogive, exactement comment renforcer un véhicule de rentrée de missiles, exactement comment déplacer un programme sous terre et le garder invisible. Mais la Corée du Nord souffre de famine, manque désespérément de pétrole, manque désespérément des devises fortes dont elle a besoin pour maintenir son régime en fonction et nourrir son armée. Et puis vous avez l'Iran qui flotte sur l'une des plus grandes réserves d'or noir de la planète. De l'argent qui continue d'entrer par les marchés parallèles et les ventes de pétrole en coulisses à des pays qui affirment publiquement respecter les sanctions occidentales, tout en continuant d'acheter en privé, mais qui manque désespérément exactement du type de force de dissuasion qui ferait réfléchir les États-Unis et Israël 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de pointer de nouveau une arme vers l'Iran. 2 pays, 2 problèmes. Une solution, une poignée de main qui a eu lieu quelque part hors du champ de vision de chaque agence de renseignement occidentale sur Terre. Pensez à quel point cet arrangement était élégant. Aucun système bancaire international qui pouvait être surveillé et signalé. Aucune route maritime ouverte que les satellites américains pouvaient suivre en temps réel. Des sous-marins se déplaçant discrètement dans les eaux internationales, transportant de l'équipement en pièces détachées déguisées en quelque chose de complètement différent. Des corridors aériens secrets à travers des pays tiers, des nations qui, officiellement, n'avaient aucune relation avec Pyongyang ou Téhéran, mais qui étaient prêtes à fermer les yeux pour leurs propres raisons. Des ingénieurs nucléaires nord-coréens montés à bord de vols qui officiellement n'existaient pas.
Ils transportaient des documents provenant de pays où ils n'avaient jamais mis les pieds. Ils atterrissaient dans des lieux qui n'apparaissaient sur aucun manifeste, puis étaient conduits sur des routes de montagne au milieu de la nuit vers des installations qui, officiellement, n'étaient pas là. De l'équipement arrivé à des destinations que tout l'appareil de renseignement américain, avec tous ses satellites, ses signaux et ses milliards de dollars de budget annuel, n'a d'une façon ou d'une autre pas réussi à identifier avant qu'il soit déjà irréversiblement trop tard. Ce n'était pas seulement un accord, c'était une leçon magistrale sur la façon de mener une tromperie longue de plusieurs décennies directement sous le nez du réseau de surveillance le plus sophistiqué jamais assemblé par la civilisation humaine. Et cela a fonctionné complètement, parfaitement, jusqu'à ce que cela n'ait plus besoin de fonctionner. Et maintenant, Donald Trump passe à la télévision et donne 5 jours à l'Iran pour venir à la table et négocier. 5 jours. Prenons un instant avec ce chiffre, parce que selon la façon dont on le regarde, ces 5 jours sont soit la fenêtre la plus dangereuse que le monde ait ouverte depuis des décennies, soit le premier mouvement de quelque chose de beaucoup plus calculé et de beaucoup plus effrayant qu'un simple ultimatum diplomatique. Mais avant d'en arriver à ce que ces 5 jours signifient réellement, il faut parler de ce qui s'est produit la dernière fois que l'Amérique a essayé de régler ce problème avec des bombes. Parce que cette histoire, cet échec précis est la raison pour laquelle nous sommes exactement là où nous sommes maintenant. Pensez à ce qui a réellement changé depuis la dernière fois que l'Amérique a frappé les installations nucléaires iraniennes. Cette campagne de bombardement, ces 14 bombes, chacune pesant plus de 14 tonnes, larguées sur ce que les responsables américains présentaient publiquement comme une frappe décisive et historique contre l'infrastructure d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Ils se sont tenus devant les micros, ils ont utilisé des mots comme dévastateur et irréversible, ils ont dit au monde que l'Iran avait été retardé de plusieurs décennies dans ses ambitions nucléaires, des décennies, que le programme était terminé, que la menace avait été neutralisée, que le Moyen-Orient pouvait respirer un peu plus facilement. Des drapeaux étaient agités, des analystes étaient invités à la télévision pour expliquer à quel point les capacités de l'Iran avaient été dégradées. Ce que ces responsables ne savaient pas, ou peu, être ce que certains savaient et ne pouvaient pas dire, c'est qu'ils avaient bombardé un décor de théâtre, un décor très coûteux, très convaincant, très délibérément construit. Les services de renseignement iraniens avaient anticipé exactement ce type de frappe, pas seulement en termes généraux, mais avec assez de précision pour bâtir toute une infrastructure parallèle conçue uniquement pour l'absorber. Ils avaient construit des installations de surface qui avaient l'air réel, qui fonctionnaient partiellement, qui apparaissaient parfaitement sur les images satellites, qui avaient les signatures thermiques, les compositions matérielles et les mouvements de personnel de véritables sites d'enrichissement nucléaire. Et ces installations servaient exactement un objectif, être détruites de façon convaincante, pendant que le véritable programme continuait complètement intact dans un lieu complètement différent qu'aucune bombe américaine n'avait jamais approché. Des centaines de mètres sous terre, à l'intérieur de chaînes de montagnes du centre de l'Iran, dans des installations taillées dans la roche solide, précisément pour survivre aux munitions conventionnelles les plus puissantes de l'arsenal américain. Dans des espaces où des ingénieurs nord-coréens ont travaillé aux côtés de scientifiques iraniens, étape par étape, pour franchir le dernier seuil technique qui sépare un programme nucléaire d'un arsenal nucléaire. La miniaturisation d'une ogive assez petite, assez précise, assez fiable pour être placée au sommet d'un missile balistique et survivre à la rentrée dans l'atmosphère avant de détonner exactement là où elle était dirigée. Shahab, Khorramshahr. Des missiles qui existent déjà, des missiles qui ont déjà été testés, des missiles qui peuvent déjà atteindre Tel Aviv, des missiles qui peuvent déjà atteindre les installations militaires américaines réparties dans toute la région du Moyen-Orient, et des missiles que l'Iran perfectionne depuis des années pendant que le monde débattait pour savoir si ces centrifugeuses d'enrichissement tournaient assez vite pour s'en inquiéter. Maintenant, placez une ogive nucléaire sur l'un de ces missiles et vous avez réécrit de manière fondamentale, permanente, irréversible, les règles de chaque conversation que toute personne dans cette région aura pour le reste de sa vie. Le calcul de dissuasion qui gouvernait la géopolitique du Moyen-Orient depuis des décennies vient d'être brisé, puis reconstruit en quelque chose que personne à Washington n'avait réellement prévu.
Israël est maintenant dans un état de panique que son visage public tente désespérément, épuisantement de dissimuler. Et c'est un pays qui a passé des années, vraiment des années, à dire au monde que son système d'hommes de fer était essentiellement impénétrable. La merveille technologique, le bouclier qui fonctionnait, le système qui interceptait les roquettes et les missiles, avec une efficacité qui rendait jaloux les planificateurs de défense aérienne de tous les autres pays. Et cela donnait à la population israélienne un sentiment de sécurité qui était, nous le comprenons maintenant, beaucoup plus psychologique que physique, parce que les propres responsables du renseignement israélien ont dû admettre discrètement, dans un langage dépouillé de la confiance habituelle, que lors du dernier grand barrage de missiles conventionnels de l'Iran, le dôme de fer a intercepté 65% des tirs entrants. 65%. Ce qui semble impressionnant, vraiment impressionnant, jusqu'à ce que vous fassiez le calcul de ce que signifie 65% dans un scénario nucléaire. Jusqu'à ce que vous vous demandiez ce qui arrive aux 35% qui sont passés quand l'un d'eux transporte une ogive dont la puissance se mesure en kilotonnes. Israël n'est pas un grand pays. C'est un pays véritablement géographiquement presque impossiblement petit, sans profondeur stratégique, sans capacité réelle de disperser sa population hors de portée des missiles, sans chaîne de montagnes derrière lesquelles cacher ses villes, sans vaste intérieur qu'un ennemi devrait traverser avant d'atteindre quoi que ce soit de critique. Une seule détonation nucléaire au-dessus de Tel Aviv n'est pas un revers. Ce n'est pas une tragédie dont une nation se remet au fil des générations. C'est la fin littérale, démographique et infrastructurelle d'un État-nation. Les généraux israéliens comprennent cela mieux que quiconque en vit, ce qui explique exactement pourquoi ils sont en ce moment dans des réunions, des appels téléphoniques et des communications diplomatiques urgentes, à crier vers Washington, exigeant que les États-Unis prennent immédiatement une action militaire préventive avant que l'Iran ne déplace ses ogives vers un déploiement opérationnel actif, avant que la fenêtre permettant d'agir sans risque nucléaire ne se referme définitivement. Et Washington hésite visiblement, publiquement, d'une manière complètement inhabituelle pour une administration qui a construit toute son identité politique sur la projection de force et de décision. Cette hésitation est la chose la plus révélatrice qui se passe en ce moment. Parce que c'est pas l'Amérique qui a lancé une invasion à grande échelle de l'Irak sur la base de renseignements concernant des armes qui sont révélées ne pas exister. Ce n'est pas l'Amérique qui pouvait larguer des bombes sur des adversaires avec désinvolture et planifier la conférence de presse avant même que les avions aient atterri. C'est une Amérique qui fait un calcul fondamentalement différent de tout ce qu'elle a dû calculer auparavant dans cette région. Au moment où vous frappez un pays qui possède des armes nucléaires, vous ne gérez plus un conflit. Vous ne menez plus une opération militaire avec un objectif défini et une échelle d'escalade prévisible. Vous êtes au bord absolu d'un scénario où votre frappe doit obtenir une destruction complète, parfaite et simultanée de chaque ogive. Et cela dans un pays qui a passé des années à cacher ses ogives précisément pour qu'aucune frappe ne puisse y parvenir. Sinon, vous faites face à des représailles qui fonctionnent à un niveau complètement différent de tout ce qui s'est produit dans la guerre moderne. Une base militaire américaine au Qatar, à Bahreïn, au Koweït et aux Émirats arabes unis disparaissant dans un éclair nucléaire. Tel Aviv disparaissant. Et à ce moment-là, toute l'architecture de l'ordre international de l'après-Seconde Guerre mondiale commence à s'effondrer en temps réel. Le système d'alliance, de dissuasion et de destruction mutuelle assurée qui a, d'une façon ou d'une autre, empêché les armes nucléaires d'être utilisées en situation de guerre pendant 80 ans. Chaque traité, chaque alliance, chaque engagement de défense mutuelle est testé simultanément. L'OTAN. Le traité de sécurité entre les États-Unis et le Japon, les engagements américains envers les États du Golfe, tout cela devient soudainement réel d'une manière qui n'a jamais été réelle auparavant, parce que tout dépend de la même question. Les États-Unis sont-ils réellement prêts à répondre à une attaque nucléaire avec des armes nucléaires? Et si la réponse est oui, alors vous savez ce qui arrive ensuite, et si la réponse est non, alors vous savez ce que chaque autre acteur doté de l'arme nucléaire sur Terre vient d'apprendre sur la dissuasion américaine.
Le public américain n'est pas prêt pour cette conversation. Il fait face à l'inflation, il fait face à l'anxiété économique, il fait face à tout ce que la vie quotidienne en 2025 lui a lancé. Et soudain, être invité à envisager une guerre avec un pays qui possède des ogives nucléaires sur des missiles balistiques, ce n'est pas un message qu'un politicien peut livrer en espérant survivre politiquement. Trump le sait, ses conseillers le savent. C'est pourquoi le langage qui sort de la Maison-Blanche en ce moment sonne dans la description la plus généreuse possible, mesurée, profondément préoccupée, appelant la communauté internationale, demandant le dialogue, le genre de langage prudent, couvert, non engagé, qui aurait été impensable de la part de cette administration dans presque n'importe quel autre contexte. Mais voici la question que presque personne dans les commentaires traditionnels ne pose assez fort, et c'est peut être la question la plus importante de toute cette crise. Cette hésitation est-elle réellement vraie ? Ou est-ce le type de performance le plus dangereux ? Parce qu'il existe une autre façon de lire entièrement cette fenêtre de 5 jours. Et c'est une lecture qui devrait mettre profondément mal à l'aise chaque personne qui regarde ceci, peu importe sa position politique. Les moyens militaires prennent du temps à se positionner. Les groupes aéronavals ne se téléportent pas d'un océan à l'autre. Les forces amphibies exigent de la logistique, du carburant, de la coordination, le genre de préparation qui prend des jours et qui, de l'extérieur, ressemble exactement à un mouvement militaire normal si vous ne savez pas quoi regarder. Si vous planifiez quelque chose d'important, quelque chose qui dépasse les frappes relativement limitées et clairement insuffisantes des engagements précédents, vous avez besoin que chaque moyen soit exactement au bon endroit, exactement au bon moment. Surtout si ce quelque chose est conçu non seulement pour endommager des installations, mais pour neutraliser simultanément des ogives délibérément dispersées et cachées dans plusieurs sites souterrains fortifiés. Et une fenêtre publique de négociation de 5 jours, une fenêtre qui vous donne une couverture diplomatique, qui donne à vos conseillers financiers le temps de gérer la volatilité des marchés avant que le choc ne frappe, qui donne à votre armée le nombre exact de jours nécessaires pour compléter son positionnement, n'est pas nécessairement un signe de faiblesse ou d'indécision. C'est peut être le type de patience le plus dangereux, celui qui se termine non pas par un accord signé ou une conférence de presse sur des percées de dialogue, mais avec chaque pièce sur l'échiquier exactement là où elle doit être avant que le temps soit écoulé. Et puis il y a la Chine, assise au bord de tout cela, qui observe tout, qui calcule tout, sans dépenser une seule balle, sans perdre un seul soldat, sans risquer une seule vie civile, mais qui voit sa position géopolitique se renforcer chaque jour où l'Amérique paraît incertaine, et chaque jour où la volatilité dans le détroit d'Ormuz pousse les prix du pétrole plus haut et rend l'économie mondiale plus dépendante de la bonne volonté de Pékin. Une portion importante de l'approvisionnement mondial en pétrole passe par ce détroit. Les coûts d'assurance maritime sont déjà en hausse. Les marchés de l'énergie réagissent déjà d'une manière qui affectera les prix du carburant et les chiffres de l'inflation dans des pays qui n'ont rien à voir avec ce conflit. Et à Pékin, les stratèges observent une situation où la crédibilité américaine au Moyen-Orient, la crédibilité qui soutient toute l'architecture de l'influence mondiale américaine, est testée de la manière la plus fondamentale possible. La Chine offre son aide pour servir de médiatrice, mais une médiation de Pékin vient avec un prix qui ne se paie pas en faveur diplomatique. Allègement des sanctions technologiques, réexamen des restrictions à l'exportation de puces, ajustement des structures tarifaires, concessions économiques que la Chine tente d'obtenir par négociation directe depuis des années et qui deviennent soudainement disponibles parce que Washington a besoin de quelque chose que seul Pékin peut fournir. La Chine n'a pas tiré une seule arme dans cette crise. Elle n'en avait pas besoin. La Chine a simplement attendu. Et la crise lui a livré plus de leviers stratégiques que n'importe quelle opération militaire aurait pu le faire. L'Iran, pour sa part, n'abandonnera jamais ses armes. Et quiconque vous dit le contraire est soit mal informé, soit n'est pas honnête avec vous. C'est la leçon que chaque analyste sérieux doit énoncer clairement et sans réserve. La Libye a abandonné son programme d'armement. Mouammar Kadhafi a signé des accords, coopéré avec des inspecteurs occidentaux, démantelé ses installations déclarées,
fait confiance aux assurances écrites des gouvernements occidentaux selon lesquelles sa sécurité et la souveraineté de son pays seraient respectées. Vous savez ce qui est arrivé à Kadhafi? Vous savez ce qui est arrivé à la Libye? L'Ukraine a abandonné l'arsenal nucléaire dont elle avait hérité de l'Union soviétique, le troisième plus grand arsenal nucléaire au monde à l'époque, en vertu de garanties formelles de la Russie, des États-Unis et du Royaume-Uni. Des garanties écrites, des garanties reconnues internationalement selon lesquelles l'intégrité territoriale de l'Ukraine serait respectée de façon permanente. Vous savez ce qui est arrivé à l'Ukraine? L'Iran a vu ces deux histoires se dérouler en temps réel, l'Iran les a étudiées, l'Iran a bâti toute sa doctrine stratégique autour de la leçon qu'elles enseignent. L'Iran a enduré des décennies de sanctions économiques, d'isolement international, de frappes militaires, de scientifiques assassinés, d'installations sabotées, précisément pour atteindre ce moment. Ils n'ont pas enduré tout cela pour signer un bout de papier avec les mêmes gouvernements qui ont déchiré le plan d'action global commun, le JCPOA, puis demander à leur peuple de croire que cette fois-ci sera différente. Les armes restent. C'est pas une position de négociation. C'est la fondation de la stratégie de sécurité nationale iranienne pour l'avenir prévisible. Et chaque conversation sur ce qui arrive ensuite dans cette région doit commencer à partir de cette réalité plutôt que de l'espoir illusoire qu'une offre suffisamment attrayante pourrait la changer. 5 jours. Le compte à rebours est lancé, les moyens militaires sont en mouvement, les marchés observent, les diplomates parlent en public et disent des choses complètement différentes en privé. Israël est terrifié, la Chine calcule, la Corée du Nord regarde le rendement de son investissement se matérialiser en temps réel, et quelque part profondément à l'intérieur d'une chaîne de montagnes du centre de l'Iran, les armes qui ont tout changé attendent dans l'obscurité, pendant que le reste du monde tente de comprendre dans quel monde nous vivons réellement maintenant, et ce qui viendra ensuite lorsque les 5 jours seront écoulés. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.